microbes étaient sur Terre avant nous. On a fait ce bouquin cette année. J'ai indiqué les conflits d'intérêts. Le premier est avec le laboratoire Biocollect. Et l'éditeur de ce livre, que vous devriez pouvoir consulter et même avoir. Quel est le point commun entre cette vache, et pardon de ne pas avoir choisi la bonne vache, les termites, ce gastro-entérologue et le trèfle? Et la réponse, c'est que chacun de ces êtres vivants ne vit que grâce aux microbes qui étaient sur Terre avant ces êtres complexes. La vache, elle mange de l'herbe. Or, elle est incapable, les enzymes de la vache, de digérer l'herbe. Mais elle a un rumen, une grosse poche, qui contient plein de microbes qui sont, eux, capables de fermenter. Et après, la vache, hop, renvoie ça dans sa bouche, ravale, et ça passe dans l'intestin grêle, et la vache absorbe. La vache est montée par rapport à l'homme à l'envers. D'abord, elle fermente, et ensuite, elle absorbe le résidu de la fermentation. Le termite est incapable de digérer le bois. Incapable. Mais dans son tube digestif, il y a des poches. Et dans les poches, il y a des microbes. Et ces microbes ont la xylase, capable de digérer le bois. Et donc, les termites peuvent digérer le bois grâce à leurs microbes. Et le gastro-entérologue, c'est pareil, il porte plein de microbes. Et le trèfle, allez-vous me dire, comment le trèfle le fait-il pour faire du trèfle? C'est-à-dire, comment le fait-il pour nitrifier l'azote? Eh bien, parce que dans les racines, il y a des micro-organismes capables de nitrification. Et vous savez que finalement, on utilise pour traiter les déchets, on dirait un côlon avec, finalement, on envoie les déchets dans un premier bac où ça fermente, et puis le premier bac se vide dans un deuxième bac, etc. Comme dans le côlon, bref, on utilise des chambres successives où des micro-organismes travaillent pour eux. Donc les micro-organismes étaient sur Terre avant tout, et les micro-organismes dans notre intestin contiennent 100 fois plus de gènes que nos cellules humaines, ont 100 fois plus de potentiel donc pour réagir, s'adapter au monde extérieur, faire des bonnes choses, faire des mauvaises choses, vous allez voir plein de bonnes choses. Et ce qui est fantastique en science, ces 20 dernières années, on va dire, et c'est une escalade extraordinaire, c'est la découverte qu'il y a des perturbations de ce microbiote dans l'humain. C'était nié jusqu'alors, ça ne pouvait pas être même conçu par le cerveau humain. Or, pourtant, la dysbiose, c'est quelque chose. Alors, ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est qu'on peut regarder les choses de plein de manières. Il n'y a pas une manière unique de penser ou de voir. On peut regarder les choses avec un télescope de très loin, voir les grands écosystèmes, ou au contraire, avec des détails, de s'intéresser à tel ou tel gène ou à telle ou telle toxine de tel ou tel microbe. Et c'est fantastique, c'est d'être capable de, quand on fait du bricolage, quand on lit des articles, qu'on s'occupe d'un malade, de changer de lunettes pour voir les choses différemment. Parfois, certains d'entre nous sont sacrément biaisés dans leur raisonnement par le problème de l'œuf et de la poule. Qui est l'œuf et qui est la poule, c'est-à-dire la causalité. Bon, ça c'est une maladie d'être bloqué comme ça dans son cerveau, parce que finalement, moi au milieu, je vois des œufs, des poussins, des poules, de la paille, et puis voilà, je vois tout. Certes, ça peut être intéressant de chercher la causalité, mais regardez à gauche, je vois un écosystème, puis alors, il est fantastique, parce que j'en vois plein, en fait, les écosystèmes. Hein. Là-haut, dans la montagne, il n'y a pas les mêmes animaux qu'en bas. Mais parce qu'il fait plus froid, parce qu'il y a plus de vent, parce qu'il y a moins... Ben oui, il y a moins de plantes, donc il y a moins à manger, il y a moins d'eau aussi, vous voyez. Et puis enfin, la plaque de droite, c'est l'abeille. L'abeille, il y a des gens qui nous disent l'abeille c'est très important parce que c'est un pollinisateur puis ils vont vous sortir une liste très étroite de plantes qui sont pollinisées par les abeilles. Bon, et puis qui vont vous dire, mais chaque insecte pour chaque plante, etc. Et d'autres qui vont vous dire, une abeille, vous savez, c'est un bioindicateur. C'est-à-dire, c'est un truc, quand il n'y a pas d'abeille, l'écosystème est pollué. On peut s'en servir comme ça de manière globale. Et bien, pareil, je vais vous montrer, c'est pas tout seul, que Faecalibacter pronitzi, quand on n'en a pas beaucoup dans le côlon, c'est comme quand il n'y a pas beaucoup d'abeilles dans un champ, c'est que c'est un écosystème à risque. Bon, alors, vision écologique, les microbes, où êtes-vous, qui êtes-vous?
Est-ce qu'on peut jouer avec vous? Là, c'est pas pour faire de la bière, c'est pour traiter des maladies. Ou pour diagnostiquer différemment des maladies. Alors, merci au doyen Alex qui a introduit le topo, qui a placé les archées, comme vous le voyez. On appelait avant archébactéries, les bactéries, les eucaryotes, on fait partie des eucaryotes, et l'ancêtre, Lucas. Last unknown, common ancestor. Ce qui est fantastique, c'est qu'on a tous le même code génétique, les bactéries et nous, les archées et nous, et donc on a évolué progressivement avec des mutations successives à partir d'un ancêtre commun. Moyennant quoi, en regardant des petits bouts de notre génome variables ou hyper variables en fonction des zones qu'on regarde, on peut placer chacun d'entre nous sur un arbre phylogénétique. Et quand on dispose d'un tout petit peu d'ADN, on peut savoir de qui c'est. Tout dépend de la lunette qu'on va prendre. Et ça, c'est extraordinaire. On peut dire ça, c'est ça, c'est un eucaryote, parce qu'il y a des points communs à tous les eucaryotes qui diffèrent de points communs à toutes les bactéries. Alors, c'est ça la révolution de ces 20 dernières années, 30 dernières années, c'est d'utiliser des marqueurs génétiques pour décrire les microbiotes, le microbiote du fond des mers, des sources chaudes, de l'intestin. Et on s'est aperçu qu'on était capable de faire pousser seulement 30% des bactéries. Alors on s'est aperçu que, moi qui vous vois, c'est évident ce qu'on a dit. On a dit on est tous pareils et tous différents. Eh oui, on est tous pareils. Globalement, je vous vois, tout le monde a 2 bras, 2 jambes, 2 yeux. Il peut y avoir des exceptions, mais globalement c'est ça. D'accord? Et pourtant, mon appareil photo vous reconnaît et vous range en disant ça, c'est Denis Sautreau. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est Denis Sautreau il y a 5 ans, il reconnaît l'appareil photo. Comment il fait? Eh bien, il analyse les différences. Un, il a reconnu que c'était un être humain. 2, il a dit c'est Denis Sautreau. Mais c'est pareil pour le microbiote intestinal. Soyez pas perturbés. Il y a des gens qui vont dire ah oui, mais c'est tellement différent d'un sujet à l'autre. D'accord, c'est différent. Et il y a aussi énormément de points communs. Donc tout dépend de la lunette qu'on prend pour regarder les choses et de l'outil qu'on prend pour répondre à des questions scientifiques. Alors, un outil qu'on a découvert depuis 10-15 ans, on sait qu'il y a des entérotypes. On sait qu'il y a des groupes sanguins, on sait que les êtres humains, dans le fond, il y a les verts, les rouges et les bleus, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont dominants en bactéroïdétesse, pauvres en entérobactéries et en prévotella, alors que d'autres sont... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? À quoi ça sert, ça? Il y a des liens, semble-t-il, avec certaines maladies. Alors, est-ce que c'est cet outil-là qu'il faut utiliser comme test diagnostic ou d'autres types? J'en sais rien. Mais maintenant, on a ces outils, et alors rappelons-nous des fonctions. On parlait des termites, on parlait de la vache. Les fonctions des microbes qui étaient là avant nous, on s'est adapté à ce monde microbien. En gros, on a une poche quelque part, les microbes s'y mettent. Et on a survécu en couple. D'accord ? En couple, microbes et hôtes qui les transportent à Limoges, qui leur donnent à manger telle ou telle chose. Donc que font les microbes? Entre autres, imaginez un cardiologue qui va y entrer dans la pièce. Il ne rentrera pas. Toutes les chaises sont occupées. Tous les sandwichs ont été mangés. Et en plus, il va dire, mais j'y comprends rien, ça ne m'intéresse pas. Et ça s'appelle l'exclusion compétitive. C'est-à-dire quand il y a des êtres vivants qui colonisent un écosystème et qui sont dominants, les autres ont du mal à arriver. Bon, ça c'est une grande loi de l'écologie. Alors attention, on va se servir de ça tout à l'heure pour traiter Clostridium difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez éviter qu'un gastroentérologue s'implante dans un hôpital, vous mettez d'autres gastroentérologues. Qu'est-ce que ça fait encore? Le système immunitaire s'est développé après les microbes, donc évidemment qu'il a compris que c'était utile de sentir le monde dans lequel il vivait, sentir le monde de microbes. Donc le système, il repère le nombre de microbes, il repère les mauvais par des marqueurs, par exemple les lipopolysaccharides. Oh là là, ça c'est mauvais, c'est les grammes négatifs, ça donne des maladies. Et hop, les toll-like récepteurs, 2 par exemple, déclenchent quoi? Un truc que les êtres complexes ont développé, la réaction inflammatoire. Donc le microbe déclenche la réaction inflammatoire. Qu'est-ce que font encore les microbes? Par exemple, ils fermentent. Alors, ça ne sert pas à faire du vin dans notre intestin, mais ça sert à faire des acides gras à courte chaîne qui nourrissent les colonocytes.
qui permettent de récupérer l'énergie, bon, et c'est répété. Bon. Mais du coup, on a d'autres microbes encore qui bouffent les gaz et qui modulent les productions gazières. Et puis, la circulation entérohépatique, vous vous rappelez, on sécrète des acides biliaires dans l'intestin grêle, ils y sont solubles, amphiphiles, donc ils aident à l'émulsification des graisses, et puis après, ça prend de l'énergie de les fabriquer, ces acides biliaires. Ils sont déconjugués par les bactéries coliques, ils sont réabsorbés du coup, puisqu'ils sont plus lipophiles, ils repassent dans la circulation, les acides biliaires font 30 fois le tour par jour. Donc c'est une sacrée économie d'énergie pour le corps qui n'a pas à fabriquer autant d'acides biliaires. Donc les microbes servent à plein de choses. C'est incontournable et on peut dire après, bon, c'est tellement compliqué, l'endoscopie, c'est pas plus simple, l'écologie, c'est très simple. C'est très simple quand on comprend que c'est logique. Et c'est quoi les lois de la logique? C'est de voir les choses qui sont en cercle vicieux. Le biotique dépend de la biotique. Hein, s'il y a le pH, la température, à manger, etc. Et bien sûr que la biotique dépend du biotique. C'est-à-dire que on produit des saletés, on consomme des substrats et on donne des produits. Donc tout ça en forme des écosystèmes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les écosystèmes ont tendance avec le temps à se stabiliser. Donc il n'y a pas un nombre infini d'écosystèmes sur Terre. On décrit une toundra, un paysage des Alpes, un maquis-corse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des systèmes qui sont relativement finis. En bas, deux écosystèmes, par exemple, très différents les uns des autres. Et dans notre intestin, il y a des écosystèmes. Clairement, dans l'estomac, c'est acide. Pas tout le temps, hein, ça varie après les repas, enfin c'est acide. Après, dans l'intestin grêle, c'est bourré de bile. Après, dans le côlon, ça se ralentit. Et comme on a le temps, il y a des microbes qui consomment l'oxygène. Donc ça crée de l'anaérobie. Et là, c'est une drôle de condition écologique qui favorise la multiplication de bactéries anaérobies. Et c'est elle qui domine. Et pourquoi c'est anaérobie? On peut le voir parce qu'il y a des microbes qui sont là. Et dans le mucus, ça c'est vachement intéressant. Regardez, ça c'est le milieu intérieur, on dit qu'il n'y a pas beaucoup de bactéries dans notre corps. Hein, bon. Mais alors, dans la crotte, il y en a beaucoup. Et entre les deux, le mucus. Et là, le mucus qui est fait par les cellules à mucus, il est très dense. Et dans ces mailles, il renferme quoi? Du lysosine, de la lactoferrine, des immunoglobulines A, et même des défensives, c'est-à-dire tout un tas de trucs qui limitent finalement la survie des microbes, qui digèrent un peu le mucus là-haut, mais ont du mal à descendre vers le bas. Et tout ça, on découvre maintenant des liens entre ce conflit microbes et cellules de l'autre, et ce qu'on appelle des dysbiotes. 20 ans, on était incapable de les définir, en disant, ben oui, mais non, je ne sais pas quoi vous dire, si ce n'est qu'on voyait bien la partie gauche de la diapositive que les microbes, c'est utile. Pourquoi? Parce que dès qu'on a eu les antibiotiques, on a vu apparaître des maladies liées aux antibiotiques. On a vu apparaître des infections liées aux antibiotiques, et notamment des infections digestives. Vous prenez un antibiotique, tac, diarrhée, quoi? À quel microbe? Clostridium difficile. Il y a des animaux qui sont très sensibles à ça. Comment ça se fait que ces microbes pullulent? Et c'est parce que les bons microbes qui font un effet de barrière, de résistance à la colonisation, comme on dit, si on les diminue, les mauvais se mettent à pulluler. Donc ça, c'est la rupture d'une concentration. Alors, je voudrais vous donner 2-3 clés, pour l'exposé plus très long maintenant, après, mais 2-3 clés de la façon dont on voit les choses aujourd'hui, et c'est de l'écologie. L'écologie, c'est regarder cette bille dans cette cupule là-haut. Elle se promène et elle est en équilibre. Ça, c'est un écosystème. C'est complexe, il y a plein de trucs dedans, mais imaginez, c'est votre flore intestinale. Et puis survient, tac, une énergie venant de l'extérieur, un antibiotique qui fait monter la bille, et vous avez vu, hop, 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 hop. La bille va redescendre, ça c'est ce qu'on appelle la résilience. Et hop, vous n'allez plus avoir la diarrhée. Mais si la bille monte un peu haut, elle va descendre dans une autre cupule, c'est celle où Clostridium difficile se sent très bien. Vous voyez? Et là, vous n'allez plus pouvoir sortir, vous retraitez avec un peu d'antibiotiques, mais c'est pas grave, vous avez la récidive de Clostridium difficile. Donc vous comprenez les grands phénomènes d'écologie, c'est stabilité, résistance,
Résilience, comme un feu de forêt après un feu, qu'est-ce qui se passe? Combien de temps ça va prendre et où est-ce que va nous amener la résilience? Et les facteurs de résistance, résilience qui sont si importants dans des maladies intestinales, on va les voir, la redondance, l'adaptabilité, la richesse, la biodiversité et les réseaux. C'est quoi être riche? Je vous montre ce que c'est qu'être riche. Ça, c'est la stabilité. Crotte de sujet sain, sur 2 ans. Waouh, très stable. C'est la partie gauche de la diapositive. Tout le temps le même aspect de flore. Crotte de sujet de maladie de Crohn, très instable. Et l'instabilité, c'est le risque de se choper des microbes de l'extérieur. Richesse. Prenons de la crotte et comptons les gènes dans la crotte. On n'est pas tous égaux. Les sujets sains, c'est les sujets bleus. La courbe bleue, comme vous le voyez, il y a quelques sujets sains qui n'ont pas beaucoup de gènes. La majorité, ils ont 800 000 gènes dans leur sel. Et bien les Mickey, c'est les rouges. Ils en ont moins. Ils ont moins de capacité de s'adapter. Et quand on regarde leur biodiversité, c'est la partie droite de la diapo, il y a une restriction de leur biodiversité, c'est pareil. Et ça, c'est des facteurs écologiques de risque de moins bien se défendre. Un autre facteur de risque écologique, là je vais faire comme le doyen Valex, de la physiologie générale de qu'est-ce qui se passe sur Terre. Quand les bactéries sont éloignées des unes des autres, dans un état qu'on dit planctonique, elles font gaffe. Elles ne se manifestent pas trop. Mais, comme au syndicat, quand les bactéries sont les unes à côté des autres, là, elles deviennent fortes. Et quand elles deviennent fortes, elles le sentent. Produisent il y a des senseurs qui disent on est nombreuses là, on ne va pas se faire niquer, on va allumer des gènes. Et donc, dans la peau de la sépiole, la nuit, quand elle contracte les pores de sa peau, les bactéries dans les pores de sa peau sont au contact les unes des autres, elles allument un gène, la luciférase. Et donc, la nuit, la sépiole allume la lumière, ce qui lui permet de trouver un partenaire au fond de la nuit. Et dans un endoscope, c'est la même chose, sauf que dans les bactéries qui ont compris qu'elles étaient nombreuses, elles allument des gènes spéciaux qui forment ce qu'on appelle un biophile. Et là, vous pouvez appeler le directeur de votre structure et dire on va changer l'endoscope. C'est une question de sensible, de nombre de microbes. Et bien voilà. Et bien dans la maladie de Crohn, il a été découvert que les molécules du quorum sensing étaient activées. Il y a beaucoup de microbes et qu'il y a des gènes nouveaux qui expriment des bactéries et potentiellement des gènes d'agression. Donc si je fais la photo vue globale comme ça, j'aime bien l'écologie, les sujets sains ils sont verts, les sujets Mickey sont rouges. C'est-à-dire ils ont des vilains écosystèmes avec. Alors est-ce que les gènes sont mutés, il y a plus de bactéries, il y a plus de pathogènes, tout ça c'est encore une fois c'est des écosystèmes. Quel est l'œuf et quelle est la poule, je m'en fiche. Ce qui est intéressant évidemment que des maladies peuvent donner des dysbioses. Imaginez les pauvres bactéries du côlon d'une maladie de Crohn. Elles ont du sang, des glaires, de la fièvre, ils ne mangent plus de fibres, parfois on fume, au flore, quoi. Alors évidemment, que quand on entraîne ces perturbations, on peut perturber les microbes. Mais les microbes aussi entraînent des maladies, et ça, c'est ce qui nous intéresse ces derniers temps, c'est est-ce qu'on peut moduler le microbiote en tant que docteur. Le microbiote, c'est pas que des molécules. Voilà un exemple d'un pauvre petit animal muté qui fait des coliques. Dès qu'on le met, c'est une souris, dès qu'on lui met de l'hélicobacter hepatitis, pas rouge, colique. Regarde, vous lui mettez le même hélicobacter, mais vous rajoutez un gentil bactéroïdes. Et là, il n'y a plus de colique. Vous le rajoutez le gentil bactéroïdes, mais muté A, il ne fait plus de polysaccharide A, et de nouveau, la souris fait une colique. Et puis, en fait, vous donnez juste le polysaccharide fabriqué par Bacteroides fragilis. Là, de nouveau, la souris est sauvée, elle fait pas de colique. Qu'est-ce que ça veut dire derrière tout ça? Ça veut dire que dans la nature, il y a des microbes protecteurs, anti-inflammatoires, et que parfois on en comprend le mécanisme d'action. Traduction pour la maladie de Crohn. Aujourd'hui, on a vu que Faecalibacterium ponici est protecteur contre la maladie de Crohn et qu'une protéine qui s'appelle la protéine MAM fait l'objet d'un développement peut-être pharmacologique. Alors, je termine vite sur finalement 2017 les microbiotes. Comment on pourrait le changer? Comment on peut essayer de moduler la bille Alors, c'est un peu comme une pelouse, on a marché dessus. 3 solutions, soit on va ressemer du gazon, ce qu'on appelle les probiotiques, on rajoute du vivant,
en espérant que ça change les équilibres globaux, ou on rajoute de l'engrais, c'est-à-dire on va nourrir différemment, on l'appelle les prébiotiques ou les fibres, ou alors on transplante, on met une pelouse pour ce soir pour jouer le match, et ça c'est la transplantation fécale. Et alors est-ce que ça marche? Juste une diapo là-dessus, mais c'est là où il y a quelques années on bloquait, il y avait quand même beaucoup d'opposition scientifique pour dire c'est de très belles idées, c'est fantastique, mais il n'y a pas d'application. Alors voilà les applications. Ça a commencé chez l'animal. On s'est aperçu que quand on transfère le microbiote de souris obèses à des souris sans germe, on rend les souris obèses. Et quand on transfère des microbiotes de souris minces, comme moi, la souris reste mince. Ah. Alors l'étape d'après, c'est de faire la partie droite, c'est-à-dire on prend une souris axénique et puis on lui donne de la souris d'homme obèse, du microbiote d'homme obèse ou d'homme mince, et là la souris va devenir obèse ou mince. C'est-à-dire qu'il y a une vérité, il y a quelque chose dans la merde, pardon, vous voyez ce que je veux dire, qui rend malade ou qui pourrait rendre sain. Alors après, à quoi ont joué les scientifiques? Eh bien, transfert de microbiote fécal, allons-y. Alors on va prendre des souris déprimées. J'ai une chaise, mais elle est trop haute, je ne peux pas vous le faire. Peut-être sur cette table. Une souris déprimée, c'est une souris, quand elle monte sur un piédestal, elle n'ose pas descendre. On chronomètre le temps qu'elle met pour descendre. Déprimée. Et puis après, on lui coupe le cerveau, on vérifie, il y a les protéines de la dépression dans le cerveau, elle est vraiment déprimée. Eh bien, on transfère du microbiote de souris déprimée à une souris vierge, sans fleur, et elle devient anxio-dépressive. On transfère l'intestin irritable, la sensibilité intestinale. On transfère la sévérité des stéatohépatites. Alors ça, vous allez me dire, c'est chez l'animal, tout ça. Les psychiatres sont en train de faire des travaux, hein, vous en doutez. On transfère l'insulinorésistance. L'insulinorésistance, c'est chez l'homme, hein, publié dans Gastroentérologie. On prend des hommes insulinorésistants et on leur transfère de la merde, pas des selles. Soit leurs propres selles, c'est la transplantation autologue, soit les selles de quelqu'un qui n'est pas insulino-résistant, c'est les barres de gris du milieu, et on s'aperçoit qu'on peut... Alors est-ce que ça marche aussi bien qu'un médicament? Non, il n'y a pas d'études comparatives pour l'instant. Mais ça marche comme un médicament. C'est-à-dire qu'il y a une vérité scientifique derrière tout ça qui dit, en touchant les gènes de l'intestin microbiote, oh là là, comment ça marche le truc, on ne sait pas très bien, mais on transforme la physiologie. Ça, c'est l'efficacité. Transplantation fécale, Clostridium difficile. Quand vous avez un Clostridium difficile, partie droite de la diapo, qui se sent bien dans un écosystème, vous traitez les gens à la vancomycine, et bien dans 20% des cas seulement, le Clostridium va s'en aller. Vous faites un lavement de sel, partie gauche de la diapo, un lavement, ou 2 lavements, et l'efficacité thérapeutique est de 80 à 93%. Donc c'est venu dans les recommandations d'utiliser des lavements de sel. On a fait 80 cette année à Saint-Antoine dans cette indication. Allez, dernière diapo pour faire peur aux gens. Je suis tapis depuis 48 heures. Et est-ce qu'on a fait ça, mon petit-fils? Je ne sais pas. Ça fait, remarquez, ça permet de faire une publication dans Nature Medicine, monsieur le doyen. C'est quand même bien. Comment on fait? On prend des bébés qui vont naître par césarienne. Et puis on va regarder, parce que quand on est par césarienne, pas de microbiote, on attrape le microbiote de l'hôpital, etc. Donc dans cette étude publiée dans Nature, ils ont mis une compresse dans le vagin de maman. Le bébé est né par césarienne, et après ils ont utilisé la compresse pour nettoyer le bébé. En commençant par le visage, un matériel méthode, c'est écrit là-haut, vous voyez, un petit dessin, et puis après ils ont tartiné bébé partout, et ça se trouve, nos bébés maintenant vont naître comme ça. En disant, vaut mieux leur donner des microbes venant du vagin de maman, plutôt que des microbes venant de la télécommande, de la télé, de la chambre 12. Voilà, qui a fait l'objet d'une étude de certification. Les probiotiques, il y a plein d'études et ça redonne considérablement du sens à ces études d'essayer de les moduler dans des essais randomisés pour les maladies. Je conclue, donc vraiment, fantastique progrès de la science qu'on n'attendait pas grâce à la biologie moléculaire, qui nous dit nos gènes microbiens, enfin, cet organe microbiote est aussi important que les autres organes. Pas plus important que le foie, pas moins important que le foie.
dysbio, donc pour de diverses maladies, vers des marqueurs de microbiote pour faire le diagnostic de maladie. Il y a des marqueurs spécifiques de cirrhose, des marqueurs spécifiques de cirrhose biliaire primitive, etc. Alors est-ce qu'ils vont être aussi bien validés que les antimitochondries? J'en sais rien. On va voir. Chez le rongeur, quand on transfère le microbiote, manifestement, il y a des maladies, il doit y avoir un rôle causal de temps en temps du microbiote, c'est fantastique pour ceux qui sont juste sur la causalité, et donc beaucoup d'applications cliniques à venir. Beaucoup d'humilité à avoir aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la transplantation, il y a beaucoup de hasards, on la réserve aujourd'hui aux infections récidivantes à Clostridium difficile. Quant aux probiotiques, ils ont du niveau de preuve, mais dans des indications, comme vous le savez, qui sont assez limitées. Il y a le antibiotique, raccourcissement de gastro-entérite, et le reste, c'est beaucoup de recherche. Je vous remercie.